Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour, amis auditeurs, bonjour. L'invité du direct se retrouve ce matin avec M. Abdelmajid Attar. M. Abdelmajid Attar est bien connu, inutile de rester longtemps sur sa présentation. Ancien ministre des Ressources en eau, ancien président directeur général de Sonatrach, aujourd'hui expert consultant international dans les questions pétrolières. Monsieur Attar, bonjour. Bonjour. Pour nous accompagner dans cet entretien, Hassan Haddouche. Hassan, bonjour. Évidemment, on va démarrer avec l'actualité la plus brûlante pour laquelle vous êtes ici, monsieur Attar, la réunion de l'OPEP de la semaine dernière à Vienne. Vous vous étiez exprimé avant cette réunion pour dire votre relatif pessimisme par rapport à la possibilité que l'OPEP prenne une décision importante de réduction de production qui aurait soulagé les cours en leur permettant éventuellement de repartir vers l'avant. Ça ne s'est pas produit. Vous attendiez à ce qui s'est passé ou est-ce que ça s'est passé encore plus mal que ce que vous redoutiez? Oh, certainement plus mal, c'est-à-dire au point de vue baisse des prix. Maintenant, je m'attendais parfaitement à ce que les pays du Golfe, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite en tête, et les pays du Golfe qui la suivent, de toute façon, le Koweït, les Émirats, le Qatar aussi, n'acceptent pas une réduction parce que pour eux, ils savent parfaitement que s'il y a réduction et si on devait obliger les pays de l'OPEP à réduire quelque chose, il n'y a que les pays du Golfe qui sont en mesure de réduire leur production du fait qu'ils n'ont pas besoin de produire autant que ce qu'ils produisaient jusqu'à maintenant. Ça d'une part. D'autre part, vous savez, je ne sais pas, je tiens à le rappeler quand même parce que souvent les gens continuent à imaginer que les pays de l'OPEP ont un quota chacun. Il n'y a plus de quota depuis plus de 7 ans, depuis pratiquement 2005 ou 2006, je crois. Pourquoi? Il y a simplement un plafond de production au sein de l'OPEP qui est fixé à chaque réunion, comme cette fois-ci, comme les fois d'avant. 30 millions de barils. Et à l'intérieur de ce 30 millions, que chacun produise ce qu'il peut. Jusqu'à maintenant, parce qu'une bonne partie des pays avaient des difficultés à produire en fonction du quota qu'ils avaient avant. L'Algérie avait un quota à un certain moment d'1,2 million, puis après il est passé à 1,5 million, et ainsi de suite. L'Irak avait un quota de 3,5 millions, l'Iran idem, et ainsi de suite. Alors que avec les guerres, avec tous les problèmes qu'il y a eu dans les différents pays, la Libye qui a pratiquement... Il n'y a plus de quotas. Il n'y a que l'Arabie Saoudite pratiquement qui régule les 30 millions. Or, avant cette réunion, déjà, l'OPEP produisait, selon certains analystes, 30,6 millions de barils jour. Il y avait déjà 600 000 barils jour sur le marché de la part de l'OPEP, sans compter ce qui vient des non-OPEP. Donc, est-ce que vous pensez qu'au moins ces 600 000 vont être épongés après la réunion de Vienne? En plus, pour revenir réellement à 30 millions? Je ne pense pas. Même pas ces 600 000? Non, je ne pense pas. Je pense qu'ils vont rester... Parce que ces 600 000, ils viennent d'ailleurs... ils viennent aussi bien des pays du Moyen-Orient que d'autres pays, par exemple, qui ont un petit peu amélioré leur capacité de production, comme l'Irak, par exemple, oui. Qui a quand même augmenté. En fait, il n'y a que le Venezuela et l'Iran qui ont de sérieuses difficultés. La Libye... c'est pratiquement en dents de scie. Chaque fois qu'il y a un problème, il baisse, après il augmente, et ainsi de suite. Alors, à combien vous estimez la baisse qu'aurait dû prononcer et effectuer? Minimum 2 millions de barils. Minimum. 2 millions de barils, ça aurait donné un petit signal, en quelque sorte. Ça aurait épongé d'abord le surplus, et ça aurait permis de stabiliser le prix entre 90 et 100 dollars, pas plus. Et nous, monsieur Attar, on produit combien? Nous, on réalise notre quota? On produit 1 million, un peu moins de 1,2 million, d'après les informations que j'ai. Un peu moins. On va en venir. 90. On va en venir à la production algérienne tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Mais je voulais rester sur la stratégie des acteurs à Vienne. Bon, il est clair que c'est l'Arabie Saoudite qui a décidé de tout. Bon, l'Arabie Saoudite, il se précise aujourd'hui qu'elle veut faire sortir du marché les gisements à coût élevé.
notamment Oui. les gisements d'huile non conventionnelle nord-américains. Est-ce que c'est une stratégie raisonnable? Moi, je pense que non. Je pense que l'Arabie saoudite se tire une balle dans le pied, ou plutôt elle se tire une balle. Elle nous tire à nous et aux autres pays qui ont des difficultés, par exemple, comme le Venezuela, l'Iran et d'autres pays, une balle dans le pied. Bien, pourquoi? Parce que la production déjà, ou la capacité de production d'huile et surtout de gaz non conventionnel aux États-Unis, qui est le principal marché, elle est déjà là. Il y a déjà plus de 200 000 puits qui produisent du gaz non conventionnel avec de l'huile non conventionnelle aussi. D'après les données que j'ai, elle était environ de 2,6 millions de barils jour. Il y en a d'autres qui disent que c'est 4 millions de barils. Franchement, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est plutôt 2,6 millions de barils jour. Bien. Ces puits, ils sont là. Les sociétés, les petits producteurs américains, ils ont déjà investi. Ils ont déjà des obligations. Donc, ce que vous dites, M. Attal, c'est qu'un pétrole à moins de $70 ne va pas les faire renoncer à développer leurs gisements. Puisque ces gisements sont déjà là. Ils sont là, ils ont déjà foré, ils doivent rembourser des dettes, etc., etc. Ils continueront à produire, à mon avis, la production de gaz de schiste et la production d'huile de schiste, c'est-à-dire non conventionnelle, elle continuera encore au minimum pendant un an. Même si le prix est à 70. Du point de vue de l'Arabie saoudite, il semble que les Saoudiens se sont préparés à une guerre de parts de marché de plus d'une année. Ils sont prêts. C'est-à-dire ils sont prêts à assumer des prix faibles pendant toute la durée où ça sera nécessaire pour faire... Toute la durée, mais quelle durée? Parce que là, ils se sont dit, ils vont se revoir dans 6 mois. Et moi, je suis sûr que dans 6 mois, ils vont constater que les prix sont toujours aussi bas. Pour le moment, a priori, c'est en train de flotter autour de 70. Pourquoi? Parce qu'en dessous de 70, c'est les investissements, effectivement, qui vont reculer. Ça a commencé. Oui. En octobre, les demandes de forage aux États-Unis dans le secteur ont baissé de 10%. Les demandes de nouveaux forages. Mais les anciens, ils sont là. Et comme je l'ai dit, c'est des dizaines, c'est des centaines de milliers de puits qui sont en train de... Mais on a vu des puits fermés. Monsieur Attal, vous avez la mémoire du secteur. Vous étiez déjà dans le secteur dans les années 80. Quand la dernière fois que l'Arabie saoudite a lancé une guerre de ce type, nous l'avons payé très cher. Absolument. À partir de 85. C'est nous qui l'avons payé. Nous l'avons payé très cher en 85. Ils ont quand même réussi à mettre à genoux les producteurs non OPEP qui jetaient des productions. Ils ont lâché les cours. Et ils ont réussi à faire fermer des gisements dans la mer du Nord, etc. D'accord. Et à redevenir le producteur de référence. Oui, mais là, ils ont réussi à battre les pays non OPEP. Quand vous dites les pays non OPEP, c'est à ce moment-là, c'est-à-dire c'est la Russie. C'est, par exemple, c'est la mer du Nord, c'est le Canada, etc. Mais ce n'est pas les gaz, parce que cette fois-ci, l'Arabie saoudite, elle parle surtout du pétrole non conventionnel. Le pétrole non conventionnel, il n'est produit qu'aux États-Unis et un petit peu au niveau du Canada, à travers les sables bitumineux, mais depuis des années. C'est pas d'hier, c'est depuis hier. Monsieur Attar, alors, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est intéressant, parce que, je veux dire, dans les médias internationaux et dans les médias algériens, la thèse la plus courante, disons, au cours des dernières semaines, au cours des derniers mois, c'était que l'Arabie saoudite, en fait, avait fait une alliance avec les États-Unis et que l'objectif de cette alliance, c'était de, disons, pénaliser des grands producteurs comme la Russie et comme l'Iran. Vous nous dites, c'est pas du tout ça. Vous dites, en fait, la politique mise en... ça. Moi, j'ai répondu ce que je retiens... Voilà, d'accord, mais ce que je retiens de ce que vous nous dites... C'est le deuxième hypothèse. Voilà, c'est des hypothèses. Donc, mais enfin, votre hypothèse quand même, l'hypothèse que vous retenez, apparemment, c'est que la politique mise en œuvre aujourd'hui par l'Arabie saoudite, elle est dirigée contre la production d'hydrocarbures non conventionnels aux États-Unis. Ça, c'est ce que M. Qadi Hassan a dit. Oui. Je lui ai dit oui, effectivement. C'est ce que Al-Naimi, le ministre saoudien, dit. On veut se battre contre les... J'ai dit oui. S'ils veulent se battre, ils se tirent une balle dans les pieds parce que la production de gaz de schiste et de pétrole de schiste va se poursuivre en 2015. Et peut-être même au-delà. Très bien. Maintenant, la deuxième hypothèse, je suis entièrement d'accord avec vous. Voilà. Non, quelles seront les conséquences sur l'Iran et la Russie?
Catastrophique, bien sûr. Catastrophique. Hein. Il est déjà annoncé que la Russie va être en récession à partir de 2015, si elle ne l'est pas déjà au cours de ce mois de décembre. Donc c'est une hypothèse plausible alors. Bien sûr que c'est une hypothèse. Moi-même, je l'ai citée à plusieurs, j'en ai parlé. Maintenant, j'en détiens pas la preuve ou le... Vous savez, dans ce genre d'alliance, quand ça se fait, c'est pas des documents qui sont publiés ou quoi que ce soit. Mais moi, personnellement, je soupçonne quelque part, au-delà de la bataille contre le pétrole non conventionnel, quelque part une alliance quand même entre les pays du Golfe, pas seulement l'Arabie saoudite, mais il y a d'autres pays derrière, et les États-Unis, et peut-être même l'Europe aussi. D'une part, un pétrole moins cher, ça va permettre à l'Europe de souffler un petit peu, et peut-être de renouer avec la récession alors que la croissance, alors qu'elle est pratiquement... La récession, c'est pour nous, peut-être. Voilà. Ça, c'est une chose. Et, bien sûr, il s'agit aujourd'hui d'une grande bataille, quand même. Il y a une énorme bataille entre l'Europe et les États-Unis d'un côté, la Russie de l'autre côté, qu'il faut absolument mettre à genoux. Et la seule façon de mettre à genoux les Russes, ce n'est pas en évitant de livrer les fameux bateaux, là, les porte-hélicoptères ou je ne sais pas quoi, le Mistral. Bon, c'est pas avec ça qu'on fait des guerres maintenant. Hein. Donc, c'est le pétrole. Parce que la Russie, elle dépend... Sa production pétrolière, elle est dépendante des technologies et des équipements américains. Ils produisent aussi, hein, quand même, il ne faut pas... c'est un grand pays. Mais en grande partie, technologiquement, dans le domaine de l'industrie pétrolière, ils dépendent beaucoup des technologies américaines. Ça, d'une part. D'autre part, sur le plan financier, vous savez parfaitement que le rouble, par exemple, il s'est décoté très fortement. Décoté pratiquement, il en est à moins 13 ou... pardon, juste donc, moi, je pense que quelque part, il y a ça. C'est la Russie, le problème de la Russie qui est venu se rajouter à celui de l'Iran. L'Iran, on agit déjà dessus depuis très longtemps. L'Iran, c'est le concurrent de l'Arabie saoudite, du Qatar, des Émirats, etc. Beaucoup de gens oublient que l'Iran, c'est les premières réserves de gaz dans le monde. Ce n'est pas... Qatar, il a plus de gaz, sauf qu'il ne l'a pas développé. Une bonne partie, c'est du gaz associé aussi. Mais le jour où l'Iran développera son gaz, ça fera beaucoup de mal à beaucoup de pays du Golfe et à nous-mêmes aussi. Donc, l'Iran. Et puis, il y a le Venezuela. Il ne faut pas oublier, ça fait 3 mandats. Hein. Ça fait 3 mandats présidentiels, aussi bien au Venezuela qu'aux États-Unis, qu'ils essayent de mettre à genoux le Venezuela. Bon, il a d'énormes difficultés intérieures. Et là, maintenant, avec cette baisse, je me demande s'ils ne vont pas arriver à, effectivement, créer un printemps vénézuélien. Chez eux, il y aura une alternance démocratique parce qu'ils peuvent aller aux urnes et voter normalement. C'est quand même différent. C'est pas un pays du Golfe et c'est pas l'Algérie. Voilà. La question que je voulais vous poser, M. Atta, c'est face à cette stratégie de l'Arabie saoudite, quelle que soit sa motivation, il est clair qu'elle joue sur les parts de marché et sur la baisse des cours. Maintenant, dans quel but on peut ne pas être d'accord. Bon, l'alénage. Mais alors, face à ça, que pouvaient opposer des pays comme l'Algérie, justement, le Venezuela et l'Iran? Est-ce que vous considérez que l'Algérie a eu tort de ne pas afficher ouvertement sa préférence pour une baisse de volume de production? On a vu que le Venezuela l'a exprimé, clairement, avant la réunion. L'Iran l'a exprimé. M. Yousfi s'est contenté de dire on va tenter une démarche consensuelle. Bon, on a vu ce que ça a donné, hein. Je ne sais pas ce que c'est, cette démarche consensuelle. C'est la question que je vous pose. Moi non plus. Je ne peux pas répondre à la place du ministre. Mais franchement, je n'ai pas compris non plus. On a été interpellé. Une démarche consensuelle. Je suppose que c'était beaucoup plus pour une baisse d'1 million, pour donner je suppose, c'est mon analyse, pour donner un signal. Mais moi, je dis 1 million de barils le jour. De moins, ça n'aurait donné aucun effet. D'accord. Maintenant, donc, de votre point de vue, vous avez été à la tête de Sonatrach, vous avez été dans le gouvernement algérien, vous avez une dimension politique. Est-ce que vous pensez que la communication sur cette question-là de l'Algérie aurait dû être différente? Est-ce que vous pensez que l'Algérie, comme elle le faisait par le passé, aurait dû exprimer clairement une position en faveur de la baisse de production? Absolument. Il aurait fallu carrément afficher une position très claire
et en demandant notamment, non pas aux pays, c'est-à-dire qui produisent le plus en ce moment, de descendre en dessous, c'est-à-dire de leur quota simplement, mais de tout simple, puisqu'il n'y a plus de quota par pays, il n'y a plus de... c'est un plafond simplement. Moi, je demande à l'Arabie Saoudite, vous avez besoin moins de pétrole aujourd'hui que moi, ou que tel ou tel pays, c'est à vous aujourd'hui de supporter une bonne partie de la baisse. Je le dis à elle-même, au Qatar. Le Qatar, il peut baisser pratiquement, il peut arrêter sa production de liquide, il n'en souffrira pas du tout. Il aurait fallu afficher une position très franche. On a manqué de solidarité avec le Venezuela et l'Iran. Absolument, absolument. Parce que d'ici, position consensuelle, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas. Monsieur Attar, je voudrais qu'on essaie de se projeter un petit peu dans l'avenir, qu'on essaie de faire un petit peu de prospective. Aujourd'hui, moi, ce que j'entends en Algérie, souvent, en particulier dans le langage des pouvoirs publics, c'est que bon, cette baisse du pétrole, elle pourrait être, des prix du pétrole, elle pourrait être conjoncturelle et que ça pourrait se redresser rapidement, etc. Moi, si on va au bout du raisonnement que vous avez mené, et quelle que soit l'hypothèse que vous avez retenu, deux hypothèses principales. Hein, ça, c'est pour les causes. Oui, d'accord. Mais ouais. Bon, que la stratégie mise en œuvre aujourd'hui par l'Arabie Saoudite, l'attitude, disons, de l'Arabie Saoudite, elle soit, disons, concertée avec les États-Unis, ou qu'elle vise à, disons, à pénaliser, bon, peu importe. Le résultat, il est là. Le résultat est là, oui, le résultat est le même, mais par ailleurs, je veux dire, si ces stratégies sont mises en œuvre, ça ne peut pas être des stratégies de 6 mois. Je veux dire, on ne peut pas mettre, on ne peut pas faire reculer la production américaine de gaz de schiste durablement, enfin, d'hydrocarbures conventionnels durablement, simplement en augmentant la production pendant 6 mois. On ne peut pas mettre à genoux la Russie et l'Iran en 6 mois. Ça veut dire que cette tendance actuelle, disons, des cours, elle risque d'être durable. Ah oui, absolument. Elle risque d'être durable au minimum pour 1 an. Hein. 6 mois, moi je pense que c'est certain. Pratiquement, le baril va continuer à flotter à peu près au même niveau, dans ce niveau-là, jusqu'à minimum 6 mois. Parce que moi, j'ai entendu un expert hier à la radio nationale dire qu'en hiver, il va faire froid, donc... écoutez, maintenant, je crois que ce n'est plus l'hiver ou l'énergie. C'est ce que je voulais vous faire. Voilà, les paramètres qui influencent, c'est-à-dire les volumes de consommation, où la saisonnabilité des consommations ne sont plus les mêmes, ne serait-ce qu'à cause des changements climatiques. On a vu l'hiver qu'on a eu ici en Algérie. Des températures d'été en novembre. J'étais la semaine passée en France, c'était exactement pareil. Il faisait beau. Il faisait beau. Il faisait beau au centre alors qu'il y avait des inondations ailleurs. Donc, c'est pas du tout... Donc, cette situation peut durer au minimum pendant 6 mois. Et le résultat, moi ce que je dis, c'est que le résultat peut être catastrophique aussi. Aussi bien pour l'Arabie Saoudite que pour les producteurs que pour les consommateurs. Parce que vous savez, toute période de baisse, bon là ça baisse, ça va baisser pendant 6 mois, pendant 1 an. La consommation va reprendre. Peut-être plus. Peut-être plus, oui. La consommation reprendra petit à petit au fur et à mesure que... Parce qu'il faudra bien quand même que la croissance reprenne quelque part, sinon on va tous aller pratiquement loin. On est tous condamnés à ce moment-là à connaître... Et lorsque la croissance va reprendre, on ne trouvera pas suffisamment... Il y aura de la rareté parce qu'on n'aura pas investi entre-temps. Absolument, parce que effectivement, l'investissement, il n'aura pas ralenti seulement au niveau des hydrocarbures conventionnels, mais aussi au niveau des hydrocarbures conventionnels. Parce qu'aujourd'hui, avec ce prix-là, tout le pétrole qui est difficile, conventionnel, ou le gaz, qui est difficile à rechercher, à produire. Le non conventionnel. Le conventionnel. Je parle du conventionnel, par exemple. Comment investir sur un gisement, par exemple, pour améliorer le taux de récupération. Les compagnies pétrolières sont en train de revoir leur budget, leur programme d'investissement, d'exploration et d'amélioration des productions. Donc, on aura un peu moins de pétrole dans 2 ou 3 ans. D'accord? On aura un peu moins. L'Arabie Saoudite, les gros pays producteurs, la Russie, ils vont trouver leur compte en quelque sorte. Le prix peut remonter à ce moment-là. On peut avoir un autre choc pétrolier à ce moment-là. En ce sens que c'est mauvais pour les consommateurs? Bien sûr. D'accord. Parlons des producteurs.
À long terme, oui, c'est mauvais. Et d'ailleurs, tiens, j'ouvre une parenthèse, parce que moi, ce qui m'étonne un petit peu, c'est pour ça que je pense qu'il y a quelque part une alliance. Le rapport de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, le dernier bilan qui est sorti en novembre, le 12 novembre exactement, voici les prévisions qu'ils font. Ils disent que les prix, effectivement, ils avaient annoncé que les prix allaient baisser déjà. Qu'il allait baisser, qu'il pouvait baisser jusqu'à $75 le baril pendant les années à venir. Que la consommation, par exemple, disons les gros pays consommateurs, notamment l'Amérique du Nord, ils vont se suffire. Qu'il y aura moins d'investissements dans la recherche et l'amélioration des taux de récupération. Et d'ici 2025, les hydrocarbures, parce que tout le monde pense qu'en 2025, les hydrocarbures non conventionnels vont commencer à baisser. Ils auront atteint le pic de production. Et à ce moment-là, c'est le Moyen-Orient et la Russie qui disposeront des plus grandes réserves mondiales de pétrole et de gaz. Et c'est-à-dire que le monde occidental, les pays de l'OCDE dépendront de plus en plus du Moyen-Orient, même pas d'Afrique, et de Russie. Sauf ce qui va nous amener à parler de la politique énergétique algérienne, sauf si l'évolution des transitions énergétiques s'accélère. Sauf si les mix énergétiques deviennent, et avec la conférence sur le climat à Paris l'année prochaine, qui va créer des contraintes financières sur les émissions de carbone et des gaz à effet de serre, on peut rentrer dans un modèle qui pénalise les hydrocarbures. Oui, absolument. Oui, mais il pénalise, mais dans les statistiques, en général, on annonce quand même que même en 2040, et ça je le tiens du rapport de l'AIE, en 2040, les hydrocarbures seront toujours à 50% dans la